ils sont nombreux qui nous confessent vouloir se retrouver sous ce générique, sous cette nappe, à répondre aux questions d'ABK Radio, notamment des Sidonifica, comme ce matin avec Didier Yimkwa, qui est coutumier de cet exercice-là. Didier Yimkwa est l'invité de Sidonifica ce matin. Didier Yimkwa, bonjour et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Fifi, bonjour aux auditeurs. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Le plaisir est partagé avec vous. Ce matin, on démarre sur les questions politiques. On fait un tour du côté du Sénégal où Ousmane Sonko a été libéré hier. L'opposant au régime du président Macky Sall a été libéré donc en soirée du côté, aux côtés de son allié candidat à la présidence de mars, Bassirou Diomaye Faye. Est-ce que ce scénario aurait été possible au Cameroun lorsqu'on se souvient qu'il a déjà été interpellé, et puis après il y a cette libération au Cameroun? Ça aurait été possible, surtout à la veille d'une élection cruciale comme l'élection présidentielle prévue du côté du Sénégal? Bon, je vais être moins péremptoire parce que on peut tout prévoir sauf l'imprévu. Mais sur la base d'un certain nombre de déterminants, je crois à 80% que ce qui se passe au Sénégal ne se passerait pas au Cameroun. Voyez-vous, Paul Biya est presque à 60 ans dans la haute administration. Quand le professeur Jacques Famendongo dit qu'ils sont des créateurs, ils sont des créatures d'une créature, il n'a pas... C'est-à-dire, ça peut paraître un peu, je ne sais pas quoi, rigolo ce qu'il dit, mais il a tout à fait raison. Parce que tous ceux qui tournent autour aujourd'hui de Paul Biya sont ces créatures. Sont ces créatures. Tous ceux qui tournent autour de lui aujourd'hui ont à un moment donné profité de sa puissance décrétale. Oui. Et ils sont, il faut le dire, des obligés du chef de l'État. Que vous prenez dans le corps des armées, des forces armées et police, vous allez dans le gouvernement, dans le secteur public et parapublic. C'est Paul Biya qui a nommé tous ces gens. Et à un moment donné, ils sont ses obligés. Et c'est pour cela que lorsqu'il y a une élection présidentielle, Paul Biya n'est pas obligé de sortir pour 2 heures de temps. Parce que les autres se battent pour lui. Oui. Parce qu'ils sont les créatures de Paul Biya. Oui. Donc je ne comprends pas pourquoi des gens, à un moment donné, vont se mettre sur son chemin. Donc je ne pense pas qu'à partir de ce déterminant assez pertinent, je ne crois pas que ce qui se passe au Sénégal pourrait se passer chez nous. Bon, il y a d'autres référentiels, je peux en parler. Le corps social du Sénégal n'est pas celui du Cameroun. Nous sommes dans un pays où il y a presque 210 ethnies et que tous les partis politiques, malheureusement, chacun a un ancrage ethno-tribal qui est celui de son président ou bien de son fondateur. Et le tribalisme est très très rampant. Nous avons 200-300 langues nationales. Oui. Il est très très difficile qu'à un moment donné, les gens s'entendent sur une stratégie que nous avons héritée de l'administration coloniale. Il s'agit de la biopolitique, du biopouvoir, oui, qui a généré la biopolitique. En fait, le biopouvoir, c'est quoi? C'est un modèle de gouvernance qui fait beaucoup plus, qui donne beaucoup plus de place, de valeur, d'émergence aux personnalités, au détriment des intérêts de la collectivité. De la collectivité, ou bien de la collectivité, tu vois. Parce que ça fait que les gens que l'on promeut travaillent pour l'hégémon central, travaillent pour le prince. Oui. Donc, la collectivité n'est pas assez puissante pour pouvoir se lever et peut-être revendiquer ses droits. Donc, sur ces 2 référentiels, moi, je pense que ce qui se passe au Sénégal se passerait moins au Cameroun. Oui. Au-delà donc de cela, on sait bien que Ousmane Sonko était bien parti pour être candidat à l'élection présidentielle qui devait se tenir cette année du côté du Sénégal. Et sa condamnation et ensuite sa libération peuvent le mettre en course de cette présidentielle désormais. Je ne suis pas sûr. Dans le casier judiciaire. Je ne suis pas sûr. Parce que aujourd'hui, lorsque vous scrutez
le paysage sociopolitique sénégalais, Macky Sall n'est plus assez très fort. Mais tout à l'heure, l'élection a lieu le 24 mars. Oui, mais il faut faire attention parce que il y a une société civile qui est assez dynamique. Oui. Il y a aussi une entité extra-politique, la religion. Oui. Il faut savoir que presque 80-85% des Sénégalais ils sont musulmans et il y a leur leader qui est très puissant, donc qui est capable de faire capoter une élection pareille. Moi, je dis il faut faire beaucoup attention parce que Sonko est très très populaire. Macky Sall doit partir, mais il voudrait laisser un supplétif, celui qui doit peut-être couvrir tout ce qu'il a fait peut-être de mauvais. C'est pour ça qu'il veut rester dans le jeu de la transition politique, mais je ne suis pas sûr qu'il pourra réussir. Peut-être en libérant Ousmane Sonko simplement. Moi, je pense qu'il faut le laisser aller aux élections. Oui. Il faut le laisser aller aux élections, ne serait-ce que pour lui-même d'abord, Macky Sall, parce que si Macky Sall est arrivé au pouvoir, il a été Premier ministre de Wade, non? Oui. Donc, si Wade avait voulu tronquer le jeu politique comme il est en train de le faire, il ne serait pas président. Moi, je pense que s'il veut passer une retraite politique assez paisible, il faudrait qu'il s'arrange à laisser le Sénégal en paix. Oui. On va revenir au Cameroun après l'actualité politique du côté du Sénégal. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Oui, bien sûr, bien répondu, Didier Imkwa. À prendre cette lecture du jeu politique au Cameroun, faite par Aloïs, je crois c'est Aloïs Ekoto, qui dit est-ce que si Ninche et le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi s'étaient associés pour réduire l'influence de Maurice Kamto. Je crois que pendant votre développement tout à l'heure, vous avez un peu fait allusion à cela, qu'aujourd'hui, avec la présence sur la scène politique de l'honorable Jean-Michel Ninche, on pourrait un tout petit peu oublier même le professeur Maurice Kamto, et il pense même que ça pourrait être en complicité même avec les deux pourraient s'associer pour écarter du jeu de la scène le professeur Maurice Kamto. Rien n'est impossible en politique. Le ministre Thirom me disait tout le temps qu'en politique, il n'y a jamais d'amis éternels, il n'y a jamais d'adversaire éternel. Oui. Mais connaissant un peu l'honorable Ninche, je ne le vois pas en train de connecter avec un membre du gouvernement. Moi, je ne le vois pas faire ce travail. Oui. Toutefois, mais ce que je peux dire, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Mais toutefois, ce que je peux dire, c'est que tel que c'est parti, parce que en fait, la politique se réduit à ce que j'ai dit, c'est le rapport de force en présence. Oui. Bon, tel que c'est parti, parce que on parle de plus en plus de la levée de son immunité parlementaire, oui. Mais moi, je pense que c'est des spéculations. Parce que si on y arrive, on fera de Ninche un héros. Oui. Et qui pourra challenger, pourquoi pas, on ne sait jamais, Maurice Kamto. Bon, sauf que je ne peux pas aller jusque-là parce que pour challenger un adversaire politique, il faut s'appuyer sur un appareil. Il faut s'appuyer sur un appareil politique. Or, pour le moment, je crois que le FCC n'a pas quand même l'envergure du MRSC. Mais sauf que cela pourrait lui donner assez de contenance, assez de pouvoir pour imposer sa vision, pour imposer sa façon de faire à Maurice Kamto. Parce que dans ce jeu de coalition, dans ce jeu d'alliance, ce que tu apportes te rend fort. Oui. Vous comprenez? Donc, si à un moment donné, M. Ninche prend de l'envergure, il est capable d'imposer son point de vue à M. Kamto peut même dans se une rétracter, alliance. se positionner même Pourquoi pas? Personnellement. Pourquoi pas? Donc, l'analyse de cet auditeur n'est pas farfelue. Oui. Revenons aux questions d'écologie et d'environnement et parlons du quartier Youpoué qui sera bientôt doté d'un centre de transit des ordures. Et il faut dire que ce centre de transit des ordures ménagères de Youpoué dans le premier arrondissement de la ville de Douala est bâti sur 4200 mètres carrés. Le docteur Roger Mbassadine y a effectué une visite le 6 mars dernier et puis il a constaté que le taux d'avancement des travaux est de l'ordre de
85%. Didier Imkwa, est-ce que finalement on a une réponse aux questions du traitement des ordures ménagères dans la ville de Douala à travers ce centre de transit des ordures? En fait, ce centre de transit vient résoudre peut-être à un problème, celui de transport des ordures ménagères. Parce que on s'est rendu compte que, vous savez, dans la gestion des ordures ménagères, il y a le serment de transport qui est très important. Oui. Et même c'est ce serment-là qui rend la gestion des ordures ménagères un peu plus chère. Parce que ça mobilise quand même des véhicules. Oui. Donc, et ensuite, il y a un problème de circulation. Parce que le jour, la mobilité urbaine est très corsée. Et on a estimé qu'en créant une zone de transit, une zone où on peut stocker les ordures ménagères, les camions chars, parce que vous allez découvrir un autre type de véhicules, des camions chars qui pourront les transporter en nocturne pour aller les déposer à Ngombe. Bon, je ne sais pas si Ngombe est déjà prêt. La décharge de Ngombe est déjà prêt. Peut-être on va les déposer. Oui, non, ça dit on stocke, on ramasse, on enlève un peu partout, mais on stocke à Yupwe. Bon, pour préciser, c'est une zone de transit. Pour préciser, Didier, les ordures des arrondissements de Douala 1er, Douala 2e et Douala 4e, pour le moment, sont. Oui. Moi, j'ai assisté. Moi, j'ai été invité à la consultation publique de ce projet. Donc, je connais un peu l'objectif recherché par la zone. C'est-à-dire, c'est une zone où on stocke les ordures ménagères pour les enlever dans la nuit et pour aller les déposer soit à Yupwe, je crois, à la PK10 ou bien en Ngombe. Donc, en principe, c'était pour Ngombe. Si nous comprenons bien. C'est pour ça qu'on parle de zone de transit. C'est pas une décharge. D'accord. C'est pas une décharge. Donc, ils viendront dans les arrondissements, ils vont récupérer, collecter les ordures ménagères. Ils vont aller d'abord les déposer dans une zone de transit, dans ce centre de transit. Et dans la nuit, puisque la circulation est fluide, on les enlève maintenant vers les zones de stockage. Est-ce que c'est pas un double travail finalement? Non, il faut résoudre un problème. Parce que le jour, c'est pas facile avec la mobilité urbaine. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la gestion des serments dans la gestion des ordures ménagères. Il y a l'enlèvement sur les sites où ces ordures sont générées. Il y a le transport et puis il y a le stockage dans les décharges publiques. Donc, ce serment-là pose problème avec les embouteillages, la circulation n'est pas fluide. Et puis ça coûte cher en matière même de consommation d'énergie, ça coûte très très cher, sans toutefois parler des émissions de gaz à effet de serre. Au ce niveau, ça coûte cher. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On trouve une zone de transit. On les stocke dans cette zone de transit. Et dans la nuit, parce que la circulation est fluide, on les enlève maintenant pour aller les stocker dans les décharges publiques. En fait, c'était fait pour les 10 hectares qui sont en Ngombe. Bon, j'ai assisté à un tout dernier séminaire, un atelier concernant la gestion des ordures ménagères, où le consultant a même proposé qu'il y ait un service de tri et de valorisation dans ces zones de transit. Justement, c'est la question que moi je m'apprête à poser, celle de savoir. Mais moi je sais qu'il y a une zone de tri et de valorisation dans ces zones de transit. Mais je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Mais je sais que les 10 hectares... Qu'est-ce qui empêcherait que cela puisse être fait dans ces zones de transit? Mais évidemment, il faut construire des infrastructures. Il faut construire quand même des infrastructures. C'est quand même 4000 mètres carrés. On peut le faire. Mais moi, ce que je sais, c'est que les 10 hectares qui sont réservés dans les 70 hectares dans le centre de stockage ultime de Ngombe, dans ces 10 hectares, il y aura un pôle de valorisation des déchets, des ordures ménagères. Mais ça, c'est une démarche. Mais moi, ma position est connue. Moi, je pense à l'industrialisation de la gestion des ordures ménagères. Parce que cela va peut-être résoudre le problème de circulation, de mobilité urbaine, mais cela ne va pas résoudre le problème de décongestionnement des décharges. Parce que, Fifi, aujourd'hui, chaque habitant de la ville de Douala produit en moins 1,02 kg d'ordures ménagères par jour. On a à peu près 2500 à 3000 tonnes d'ordures ménagères par jour. Et Isaac porte moins de 45%
Donc il y a une bonne quantité qui est abandonnée dans la nature. Oui. Elle est incinérée ou bien elle est abandonnée dans les caniveaux. Et quand il pleut, il y a inondation. Or, je dis ceci en industrialisant les ordures ménagères. Comment ça? J'ai parlé tout à l'heure. Le président de la République, parce que c'est lui, il faut réfléchir au niveau stratégique, il peut décider. J'ai un ami, le docteur Sagné, qui est à l'université de Tchang, qui me disait que Yimkwa, au lieu de parler de 2-3 milliards de francs, parle de 15% du budget. Oui. Bon, j'ai dit que lorsqu'on parle de 15% du budget, ça ne sonne pas fort. Oui. Il faut dire 3 milliards. Oui. Un peu de 3 milliards par an que l'on prélèverait sur le budget d'enlèvement de ces ordures pour fabriquer les fertilisants organiques. Pourquoi pas? Oui. Et cela va amener les gens à vendre les ordures ménagères. Ça va se faire pour produire des fertilisants organiques et pour booster l'agriculture bio. On aura la chance d'avoir des aliments sains sur le marché. On aura pu consommer les plantains formulisés. Ça peut se faire. Et les entreprises, les multinationales qui fabriquent les fertilisants de synthèse chimique, vont se lancer là-dedans très très vite. Elles sont prêtes à fabriquer du compost amélioré au Cameroun, oui, à partir de nos ordures ménagères. Et cela résoudrait même les problèmes de zones de transit. On n'en aura plus besoin. C'est-à-dire l'entreprise va s'installer quelque part et acheter les ordures ménagères et les transformer en fertilisants organiques. Et même les boues sanitaires seront transformées en biogaz ou bien en engrais vert. Vous avez pris part aux travaux de concertation sur la mise en place de ce centre de transit des ordures. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait cette proposition? Non, ce n'est pas à ce niveau-là que tu peux décider. C'est au niveau stratégique. C'est à quel niveau? Au niveau stratégique, c'est en haut, comme on dit, au quartier. Parce que lorsque vous parlez déjà des questions de budget, ce n'est pas dans un atelier. Hein. Parce qu'on vous reprend là, sur place. On vous dit, monsieur Yimkwa, vous savez que ce sujet-là ne peut pas être débattu ici. Et avait raison. Vous comprenez? Parce que pour organiser un atelier ou un séminaire, il y a les thèmes de référence. Oui. Donc vous ne pouvez pas apporter des questions qui n'ont rien à voir, qui concernent peut-être que vous rapprochez par la suite moi tout à fait. Des responsables. Même à partir d'ici, on nous écoute, hein, ABK est très écouté. Oui. Moi je suis écouté. Oui. Même déjà à partir d'ici, je dis qu'il y a une alternative. Vous comprenez? Parce que ça c'est une alternative. Il y en a plusieurs. Vous comprenez? Oui. Bon, autrefois, moi j'avais parlé. J'ai été contacté par une entreprise allemande qui voulait s'installer au Cameroun, incinérer 1800 tonnes d'ordures ménagères par jour, produire de l'électricité, mais qui sera vendu à Eneo. Oui. Mais le prix que cette entreprise proposait, Eneo ne l'a pas accepté. Arsène même ne l'a pas accepté. C'était quel prix bon, ils m'ont pas parlé du prix, mais les premières conditions, c'était d'abord qu'on trouve une entreprise qui va obtenir toutes les autorisations à partir des études d'impact environnemental, les études de sol, géothermique, tout ce qui est tourne autour de l'implantation d'une industrie. Alors, ils viennent avec la technologie, ils viennent avec les équipements. Vous comprenez? C'est des Allemands. La prochaine fois, je pourrais vous apporter l'accord que j'ai signé avec eux. Mais ça n'a pas marché. Parce qu'ils ont imposé un prix à Arcel et Arcel a rejeté le prix. Je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec le directeur d'Arsène. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Il a été décédé par un accident, malheureusement. de circulation. Je voulais discuter avec lui. Bon, et puis cette entreprise est repartie. Mais je dis que je me pose toujours la question, pourquoi l'import substitution s'arrête à la porte des ordures ménagères? Nous dépensons des centaines de milliards de francs CFA pour importer les fertilisants chimiques qui ne sont pas du tout doux pour notre environnement, pour les éléments physiques de notre environnement. L'eau, sol, allez, par exemple, à Njombe Penja. Oui. Le sol là-bas est pollué par les PCB, par les POP, les polluants organiques persistants. Il faut préciser que du côté d'une Njombe Penja, il y a des plantations industrielles. Des plantations industrielles qui utilisent des fertilisants chimiques, qui utilisent des pesticides chimiques, qui sont des POP, les polluants organiques persistants. Vous comprenez? Il y a quelques années, j'ai été même menacé parce que j'ai parlé de la qualité de l'eau qui est consommée dans cette zone, dans laquelle vous pouvez trouver des traces de polluants organiques persistants. J'ai été menacé. Il a fallu que France 2 vienne au Cameroun faire un reportage pour qu'on prenne au sérieux ce que je disais.
Vous savez, nous sommes toujours comme ça au Cameroun. Oui. Si ce n'est pas RFI, si ce n'est pas France 2, on ne vous prend jamais au sérieux. Vous comprenez? Donc, on peut résoudre ce problème. On peut se lancer dans la fabrication des fertilisants organiques. Et puis, progresser de façon graduelle pour arriver au niveau de, comment on appelle ça, un pourcentage de 30-70. Oui. C'est-à-dire 30% de fertilisants organiques, 70% de fertilisants chimiques. Oui. Cela permettrait de booster l'agriculture biologique, comme je l'ai dit. Et cela permettrait aujourd'hui aussi de consommer, parce que ce que nous mangeons aujourd'hui n'est pas toujours de bonne qualité. Cela nous permettrait de manger bio. Cela nous permettrait aujourd'hui de contrôler la traçabilité des aliments, parce qu'on sait comment ils sont produits, on sait où ils sont produits. Mais bon, les gens choisissent la voie qui leur plaît, mais je dis que cette voie, pour moi, a des limites. Parce que quelles que soient les zones de transit, oui. Fifi, il se pose un problème de droit là, oui. le problème foncier. Oui. Donc, je ne suis pas sûr que en restant dans cette logique, je peux te rassurer qu'en 5-10 ans, il va falloir encore chercher des espaces où stocker les ordures ménagères. Oui. Or, en choisissant l'industrialisation de la gestion des ordures ménagères, on n'a pas besoin des zones de transit, on n'a pas besoin de stockage. On ira stocker rien que les déchets banals, les gravats, ou bien les déchets qui ne sont pas biodégradables. Et on aura assez d'espace pour ça. Et c'est pour pouvoir gérer de façon industrielle ces déchets qu'on a besoin de près de 2 milliards de francs CFA. 2 milliards, c'est dans notre budget. Oui. Parce que moi je crois qu'aujourd'hui, il faut repenser même les questions d'assainissement. C'est-à-dire, il faut reconsidérer les questions d'assainissement sur les liquides. Il faut prendre ça comme les questions de santé publique. Oui. Bon, si on peut construire un hôpital, je voyais hier l'hôpital régional de Garoua qui a été construit à 30, 40, 50 milliards, mais 3-5 milliards, c'est rien. C'est du menu fretin. Mais là, 3-5 milliards, c'est pour la seule ville de Douala ou alors c'est pour... Même Yaoundé, même si c'est 10 milliards. C'est toutes les villes du Parce Cameroun. qu'on dépense combien pour enlever les ordures ménagères? On est à plus de 30 milliards par an pour enlever les ordures ménagères. Enlever, aller stocker. Mais si dans les 30 milliards, 40 milliards, on enlève 5 milliards pour la fabrication du compost, ça ne tue pas. C'est une question de volonté politique. Là, c'est dans toutes les villes du Cameroun. Bien sûr, c'est faisable. 5 milliards pour c'est même tout 10 le Cameroun. Milliards. C'est rien. Parce que les trois grandes villes qui génèrent assez d'ordures ménagères, c'est Douala et Yaoundé. Peut-être Bafoussam. Oui. Vous comprenez? Si les multinationales qui ont de la technologie, qui s'installent au Cameroun pour fabriquer des fertilisants organiques, elles seront obligées d'acheter les ordures ménagères aux ménages. Oui. Pourquoi pas? Si on reconsidère cela comme une question de santé publique, on dépense sans compter. La santé n'a pas de prix, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça résout beaucoup de choses. D'abord l'assainissement urbain, ça donnerait le travail aux jeunes, et ensuite, nous allons booster notre agriculture. D'une pierre, on en fait au moins 4 coups. Peut-être il est aussi mieux, Didier Yimkwa, de rappeler les différentes conséquences sur le plan sanitaire de tout ce que ces ordures peuvent avoir sur la santé humaine. Les cancers qui peuvent être provoqués par les dioxines, pas l'incinération, le brûlage. Oui. Pas le brûlage de ces déchets. Oui. Tu sais que ces déchets-là, vous avez le plastique. Oui. Le plastique que vous voyez là, ça porte au moins 10 000 substances chimiques toxiques. Pour avoir ce plastique, pour avoir cet emballage beau comme ça, on a utilisé des intrants chimiques qui sont très toxiques. Donc quand vous les brûlez, la fumée qui s'échappe du brûlage des ordures ménagères, vous avez un certain nombre de gaz, parmi lesquels les dioxines, les duranes, les dioxines et les furanes, qui sont des gaz cancérigènes. Maintenant, dans la fumée qui monte, vous avez des métaux lourds, vous avez des particules fines, qui peuvent, si à un moment donné vous les respirez, qui peuvent créer des infections pulmonaires. Et la cendre qui reste là contient des métaux lourds qui s'infiltrent dans le sol, capables de contaminer les nappes phréatiques souterraines. Et dans la ville de Douala, les nappes phréatiques souterraines sont superficielles. Vous creusez 1 mètre, vous avez déjà de l'eau.
Et ces mêmes cendres, s'il pleut comme maintenant, ces cendres vont être transportées vers la mangrove, et comme la mangrove n'existe plus, vers le Vouri, dans la mer. Et puis certains fruits de la mer, certaines espèces de la mer peuvent les avaler, comme le poisson, les gambas que vous aimez tant. Et il a été démontré que la graisse est un magasin de métaux lourds. Et vous pouvez, par des phénomènes de bioaccumulation, le consommer dans les restaurants et plus tard développer un cancer. Oui. Que vous ne trouverez jamais la cause, alors que c'est venu des ordures ménagères. Au-delà, vous avez le lexivia, c'est-à-dire cette eau noire qui percole des déchets et qui dégage des odeurs pestilentielles. C'est un réel problème. Et l'accoutumance même à ces odeurs-là dans les marchés cause un problème. Moi, j'ai vu ici au marché Bonamoussa les belles femmes assises là, en train de vendre du poisson, je ne sais pas quoi, et manger avec les odeurs à côté. Oui. C'est coutumièrement très dangereux. Quand les gens ne peuvent plus, deviennent insensibles à ces contraintes, il faut se poser des problèmes. Oui, des questions. Des questions. Oui. Didier Yimkwa, dans votre développement de tout à l'heure, vous nous avez parlé de ces cendres qui, une fois restées dans le sol, peuvent contaminer les eaux à partir des nappes phréatiques. Mais maintenant, on sait aussi que dans la ville de Douala, du fait de l'absence de la fourniture de l'eau par la Kamwata, beaucoup de particuliers choisissent d'utiliser ce qu'on appelle les forages aujourd'hui. Et grâce à ces forages, ils peuvent alimenter leur maison. Certains vont même jusqu'à boire les eaux de forage. Comment est-ce que ces personnes pourraient, parce qu'on imagine que les eaux des forages peuvent être véritablement contaminées par tout ce que vous êtes en train d'évoquer, comment ces personnes peuvent faire pour traiter ces eaux-là et avoir une eau qui ne puisse pas être préjudiciable pour la santé de ceux qui la consomment? Il faut faire des analyses. Oui. Il faut faire des analyses. Déjà, même pour créer un forage, il faut faire une étude d'impact environnemental. Oui. Parce qu'on ne capte pas l'eau n'importe où. Je prends par exemple dans la zone industrielle de Bassa, toute cette zone-là, quel que soit ce que vous pouvez faire là-bas, la qualité de l'eau n'est pas bonne à consommer. Oui. C'est réel. Et puis il y a des études qui ont été faites ici, à Douala. Presque 80% des eaux de ces forages-là sont de mauvaise qualité. Maintenant, ne sont pas dignes de consommation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les analyser et les traiter. Oui. Parce c'est possible de les traiter. C'est possible, pourquoi pas? C'est possible. Même l'eau, je discutais dernièrement avec le deuxième adjoint au maire de Douala, M. Ndichwa, qui est un expert des questions de l'eau. Il me disait que même l'eau du Vouri peut être traitée et être consommée. Oui. Pourquoi pas? Il faut d'abord faire des analyses. Parce qu'il y a une image. On croit peut-être qu'en allant capter l'eau à 6 mètres de profondeur, on a la garantie de la potabilité, mais c'est faux. Mais c'est faux. Dans une ville comme Douala où la nappe phréatique est superficielle, on peut capter l'eau déjà au niveau des couches sablonneuses. Et ces couches sablonneuses, les eaux usées non traitées au préalable, sont stockées là. Oui. Donc, pour prendre de l'eau potable, il faut aller peut-être dans les nappes, comment on appelle ça, des nappes isolées. Oui. Vous comprenez, des nappes où l'eau n'est pas exposée à un certain nombre d'infiltrations. Bref, si vous avez un forage chez vous, il faut déjà chercher à les traiter. Et j'attire l'attention des gens bien, des bonnes âmes qui distribuent de l'eau aux populations. Je voudrais leur dire que tant qu'il n'y a pas un problème, ils sont protégés. Oui. Mais le jour où un voisin va consommer cette eau et tomber malade, et s'il prouve que sa maladie provient de cette eau-là, le propriétaire du forage aura des problèmes. Presque 90% des forages dans la ville de Douala n'ont pas été au préalable fait l'objet des analyses environnementales. Oui. Or, si vous allez à la délégation départementale aux énergies de Douala, c'est en face de l'hôtel de Né, sans faire la publicité, oui. On vous donnera les conditions qu'il faut remplir pour créer un forage. Oui. Et parmi les conditionnalités, il y a quand même une analyse environnementale. Oui. Il y a une outil d'impact environnemental dont l'attestation est délivrée par le maire de la commune Séan. Oui. Didier Yimkwa, pour rester sur les questions d'eau provenant des forages, il y en a qui ne la boivent pas.
mais qui l'utilisent par contre pour des activités domestiques ou oui, alors ceux qui ont les moyens. Pour préparer. Est-ce que préparer avec de l'eau du fourrage, c'est dangereux? Non, parce que vous chauffez déjà. Oui. C'est moins dangereux, vous chauffez déjà. Mais sauf qu'il peut y avoir des batteries qui peuvent être résistantes à la chaleur. Mais là, au moins, les effets sont limités. Sont limités quand même. Mais il faut vraiment faire des analyses. Ça ne coûte pas cher. Oui. Ça ne coûte pas très cher. Il faut faire des analyses, avoir la garantie de la potabilité de l'eau qu'on utilise. Oui. C'est vrai que la plupart du temps, les propriétaires de ces forages ont leur façon à eux de traiter ces eaux, peut-être en utilisant des substances comme le chlore. Non, il faut aller vers l'expert. Oui. Il ne faut pas faire de la débrouillardise. Oui. Il faut aller vers un expert. Il y a des experts, il y a des laboratoires qui sont agréés. Oui. Il faut aller vers... Faire un prélèvement, ça ne coûte pas cher. Oui. Et quand on vous donne un protocole de gestion, oui. On vous dit, bon, chaque 6 mois, 8 mois, vous devez faire comme ci, comme ça, et vous respectez, vous allez consommer votre eau, et vous pouvez la partager aux voisins sans problème. Oui. Avec vous, on parle du maire de la ville de Douala, le maire de la ville de Douala qui a été anobli par des ressortissants, oui, la communauté de l'Ouest Cameroun, et sa sortie ne vous a pas laissé de marbre. Enfin, je ne sais pas trop quel problème vous avez avec ça. Je n'ai aucun problème avec le maire. Moi, je suis originaire de l'Ouest. Oui, vous avez dans une sortie parlé de cette rencontre des populations qui sont dans les marchés, qui vivent dans les zones à risque. C'est ce que vous souhaitez, Didier Yimkwa? Oui, moi j'ai dit que le maire, il doit aller vers les populations d'en bas, comme on dit. Il doit aller dans les marchés. Lorsqu'il rencontre déjà, comment est-ce que vous avez trouvé son initiative d'aller à la rencontre? Elle n'est pas mauvaise. De ces moi, j'aime élites, le dialogue. De ces élites mais de la région de l'Ouest qui ne représentent pas l'Ouest. Qui font également la fierté de la ville de Douala parce qu'ils contribuent à la développer à travers leurs activités génératrices de revenus et génératrices d'emplois. Je ne suis pas contre. Oui. Mais qui ne s'arrête pas là. Qui disent qu'il est allé vers l'élite de l'Ouest. Pas la communauté de l'Ouest. C'est deux choses différentes. Oui, c'est bien. J'ai bien dit que c'est bien d'aller à la rencontre de l'élite de l'Ouest. Bon, qu'il continue. S'il veut discuter avec la communauté de l'Ouest, la communauté de l'Ouest ne se réduit pas à l'élite. Encore que c'est une élite qui n'a aucune influence sur la communauté de l'Ouest. Ça, c'est vous qui le dites, Didier. Je suis de l'Ouest. Je te dis ce qui se passe. On n'aurait pas quand même pris tout, chaque citoyen de la ville de l'Ouest pour je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas demandé au maire de me rencontrer. D'ailleurs même, il ne me connaît pas. Peut-être de non. Moi, je ne lui ai pas demandé de me rencontrer. Je lui ai dit que s'il veut rencontrer la communauté de l'Ouest, il sait où les trouver. Il n'a qu'à aller dans les marchés. Il n'a qu'à aller voir certains besquineurs. Il discute avec eux. Parce qu'eux aussi, ils ont leurs problèmes. Et ils sont prêts à recevoir le maire dans de meilleures conditions, même plus que peut-être à Arena. Ils sont prêts à dire au maire leurs problèmes. Et ils ont trop de problèmes. Et parmi ces problèmes, vous parlez de ces mouches, de ces ordures ménagères, de ces ordures, de ces odeurs pestilentielles. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur le maire, des immondices qui nous entourent, qui nous encerclent? Dans les marchés, on fait comment, monsieur le maire? Nous sommes exposés à l'incendie. Le centre de transit de déchets pourrait être une solution qu'il apporte justement à ce problème d'ordures ménagères. On verra. Parce que c'est mon souhait. Je ne suis pas un jusqu'au-boutiste ou bien un extrémiste. Déjà que moi, j'étais à la consultation publique de ce projet. Parce que c'est un projet qui a fait quand même l'objet d'une étude d'impact environnemental, je crois, détaillée. J'y étais. Oui. J'ai émargé sur la fiche de présence. Oui. J'ai écouté le cabinet. Peut-être aussi sur la fiche des perdièmes. Non, c'était 10 000. J'ai dit la vérité, on nous a donné 10 000. C'est pas beaucoup, Fifi. Voilà. Non, je dis la vérité. On nous a donné 10 000. Oui. J'ai fait les 2 consultations publiques, ici à Youpoué et puis à Ngombe. 10 000 de transport. Oui. Mais là n'est pas de problème. Oui. J'ai lu l'étude, j'ai vu les impacts potentiels. Et puis les mesures compensatrices, oui. Moi j'ai lu, oui. Mais c'est bien. Mais là c'est sur le papier. Oui. Il faudrait maintenant attendre ce qui va se passer sur le terrain. Didier Yimkwa, pour vous, le maire de la ville de Douala, Dr Roger Mbassadine, devrait se rapprocher de ces populations qui touchent au quotidien certaines réalités. Que pensez-vous que ces populations puissent apporter comme information au maire de la ville de Douala? Je crois que c'était en 2020. Oui. En 2020, le directeur
de l'ONU Habitat, Oui. il a fait un discours, même pas un discours, il a produit une réflexion que j'ai lue. Il a dit que le plus grand défi du siècle serait d'implémenter le développement durable sur le plan local. Oui. Dans le développement durable, il y a 3 principes. Il y a le principe de participation, il y a le principe de responsabilité, il y a le principe de solidarité. Aujourd'hui au Cameroun, on ajoute un 3e principe, celui de mixité culturelle. Parce qu'en ville, la ville est le carrefour de toutes les communautés. Donc il y a 4 principes. Oui. Maintenant, c'est assis sur un trépied. Il y a ce qu'on appelle l'économie verte, l'économie de partage. Il y a la construction d'une société équitable. Il y a la protection de l'environnement. Pour résoudre, pour implémenter le développement durable sur le plan local, tu vois, il faut l'apport de tout le monde. Oui. C'est ça le principe de participation. Il faut l'apport de tout le monde. Et cela doit se faire dans un environnement pacifique, pacifié. C'est pour ça qu'on parle de société équitable. On ne peut pas construire une cité sans citoyenneté. Il ne faudrait pas que les gens se sentent exclus de la société. C'est pour ça que je pense que le maire doit lancer des passerelles entre toutes les communautés qui vivent à Douala et lui. Ce n'est pas trop demandé. C'est ce qu'il J'ai dit, essaie monsieur de le maire, faire, sauf que c'est bien. vous, J'ai dit, il faudrait c'est bien. qu'il touche toutes les J'ai dit, catégories oui, il a le temps. socio-professionnelles. Oui, il peut le faire. Oui. Il peut le faire, il a le temps. Oui. J'ai dit, c'est bien, monsieur le maire, ne vous arrêtez pas à cette élite bourgeoise ou embourgeoisée qui n'a aucune influence sur le reste de la communauté. Ce n'est pas faux ce que je dis. Allez vers ceux-là qui sont au courant des contraintes journalières. Si vous allez au marché Mbopi, aujourd'hui il y a un sérieux problème au marché Mbopi. Oui. Il faut déplacer le marché Mbopi de là où il est. Parce que ce marché Mbopi est à côté des cuivres, des hydrocarbures. C'est un gros risque. Est-ce que vous pensez même que ces commerçants, une fois qu'on les inviterait... Ils ne sont pas contre. Quand les inviterait à quitter le marché Mbopi, ils seraient d'accord de le quitter? J'ai discuté avec beaucoup de commerçants. Ils ne sont pas contre. Oui. Ils ont même dit que depuis 2017, Oui. non, que depuis, je crois, 2017 ou 2020, on leur a parlé d'un site à PK17. Oui. Vous comprenez? Et puis, même dans le cadre de ce qu'on appelle le partenariat public-privé, quelque chose oui. comme ça, il y a des Camerounais qui sont prêts à construire un marché, qui ont les moyens pour cela, qui n'attendent que l'accord de monsieur le maire ou bien du ministre de la ville. Oui. Tout se passe d'abord par un dialogue franc, par les discussions. Oui. C'est pour ça que je ne suis pas contre la démarche du maire de la ville qui allait voir l'élite de l'Ouest, l'élite bourgeoise de l'Ouest. Mais je lui dis, moi je lui apporte quelque chose de bien. C'est un conseil d'un petit faïen aîné. Je lui dis, monsieur, ne vous arrêtez pas là. Parce que si on vous a dit que en échangeant avec l'élite bourgeoise de l'Ouest, vous avez toute la communauté de l'Ouest, détrompez-vous. Oui. Parce que cette élite n'a aucune influence sur le Benskiner ou bien sur le petit gars qui a son salon de coiffure. Oui, qui souffre de délestage. Allez vers ceux-là, allez vers la communauté des Benskiner, allez vers les mamans qui vendent dans les marchés. Elles vous diront exactement quel est leur problème. Et ensemble, dans ce principe participatif, ensemble, vous allez trouver des solutions de partage. Oui. Merci Didier Yimkwa pour cet entretien de ce jour. Ça a été un plaisir, comme ça l'est d'ailleurs tous les vendredis, de vous avoir dans le cadre de cet entretien du matin. Merci Fifi. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Abeka Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.